En ce qui concerne les manteaux, je dois avouer que j'ai reçu énormément de demandes de votre part pour cette vidéo précisément, parce que certains d'entre vous sont un peu perdus au niveau des styles de manteaux. Quelle est la différence entre un par-dessus, entre un manteau, entre ce qu'on appelle en anglais un polo coat, un manteau de polo, un ulster coat, un manteau ulster, il n'y a pas trop de traduction pour ça, un caban, un trench coat, donc quelque chose qu'on porte pour la pluie. Bref, il y a énormément de styles différents de manteaux et je vais essayer aujourd'hui de vous donner quelques clés de compréhension pour que vous puissiez choisir au mieux le manteau qui vous convient en fonction de votre morphologie, en fonction de l'usage que vous voulez en faire et en fonction évidemment des conditions climatiques du pays dans lequel vous vivez. Alors, petit point de détail pour bien comprendre tout ce qu'il faut comprendre sur un manteau. Sur un manteau, on peut jouer sur trois choses. Il y a trois choses qui font qu'un manteau n'est pas le même qu'un autre manteau. La première chose, c'est la longueur du manteau. La deuxième chose, c'est le boutonnage, donc croisé ou droit, ou même parfois sur certains modèles un type de boutonnage un peu particulier. Et la troisième chose, évidemment, c'est l'épaisseur de la matière, généralement de la laine ou du cachemire. Donc plus il fait froid, plus vous aurez besoin de laine épaisse, moins il fait froid, moins vous aurez besoin de laine épaisse, donc vous pourrez aller sur des laines un petit peu plus légères. Donc trois choses sur lesquelles jouer, la longueur, le boutonnage et l'épaisseur de la laine. Concernant la longueur, c'est un point extrêmement important et c'est selon moi le point fondamental qui devrait vous guider dans le choix d'un costume parce que tout cela est relié à votre silhouette et plus précisément à votre taille. En un mot, si vous êtes de petite taille ou de taille moyenne, je vous conseille vivement de faire l'acquisition de manteaux qui seront au maximum à la longueur du genou. L'idéal étant d'être légèrement au-dessus du genou ou au maximum au niveau du genou. Parce que tout manteau qui va aller au-delà, c'est-à-dire qui va descendre plus bas que le genou, va avoir, si vous êtes de petite taille, pour effet visuel de rapetisser votre silhouette. Vous vous rappelez, si vous avez regardé les émissions sur les fondamentaux de l'élégance masculine sur cette chaîne, c'est un principe très simple. Le plus on est petit, le plus on doit montrer des jambes. Si vous êtes vraiment de petite taille et que vous montez un manteau très très long qui va quasiment jusqu'au mollet, ça va presque être ridicule parce que vous allez montrer simplement un tout petit peu et ça va vraiment compresser votre silhouette. À l'inverse, si vous prenez un par-dessus ou un manteau qui est légèrement au-dessus du genou, ce qu'on appelle un trois quarts en France, eh bien subitement vous allez montrer plus de jambes et ça va avoir pour effet donc d'allonger votre silhouette, d'étirer votre silhouette. Et vous savez à quel point, en termes d'élégance classique, c'est important. Donc c'est une chose à retenir. Si vous êtes de petite taille ou de taille moyenne, faites l'essai. Vous allez voir de toute façon visuellement, un miroir, ça ne ment jamais. Vous allez tout de suite voir celui qui flatte le plus votre silhouette. Et si vous êtes petit, allez pour un manteau un tout petit peu plus court. Alors commençons maintenant avec le premier modèle. Alors c'est une partie de ma collection. Tous mes manteaux ne sont pas là, mais ce sont ceux que je préfère et que je porte le plus souvent. Alors celui-ci, moi j'aime appeler ça un manteau ou un par-dessus. C'est un manteau qui a été fait pour moi par Lorenzo Cifonelli, je dirais, il y a 6 ou 7 ans. Bon, j'ai l'avantage d'avoir pu le faire en pur cachemire, donc c'est une matière absolument géniale. Alors c'est un manteau que j'adore parce qu'il est d'une simplicité étourdissante. Là, on est dans l'épure totale, c'est-à-dire c'est un manteau droit. J'ai demandé à Lorenzo Cifonelli sur ce manteau spécifiquement de ne pas faire de fioritures. Donc on est vraiment sur que la simplicité incarnée, aucune fioriture, des revers à cran. Là, on est sur un 3 boutons qui est un faux 3 boutons, 3 roll 2, deux poches à rabat, et à l'arrière, contrairement à d'autres modèles que je vais vous montrer plus tard, vous voyez, il n'y a rien de particulier. C'est un dos tout simple avec juste une fente centrale pour plus de confort. Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment le manteau que tout le monde devrait posséder. Petit point de détail sur ce type de manteau, vous voyez que par rapport à d'autres manteaux que je vais vous montrer, les autres manteaux sont beaucoup plus imposants, ils ont beaucoup plus de matière. Ici, on est sur un manteau qui est très ajusté. Et il est tellement ajusté que parfois il m'est arrivé, et il m'arrive encore, de porter ce manteau comme ce qu'on appelle en anglais un body coat, c'est-à-dire un manteau qui peut se porter directement sans veste. Alors,
évidemment, il m'arrive de le porter par-dessus un costume ou par-dessus une veste sport, mais il m'arrive également de le porter avec un joli pull en col roulé, avec un joli cardigan en cachemire, ou directement même sur une chemise. Ça marche plutôt bien, c'est assez joli, donc c'est aussi polyvalent. Vous voyez, donc un manteau simple, droit, bien ajusté peut avoir cette double utilité, même si dans la grande majorité des cas, je vais l'utiliser par-dessus, comme son nom l'indique, donc par-dessus une veste ou par-dessus un costume. Alors, passons maintenant à la deuxième chose. Alors là, on arrive à, vous voyez, tout de suite, on change un tout petit peu de catégorie, puisque là, on est sur un manteau qui est immédiatement, vous pouvez le voir, plus long, et qui est beaucoup plus généreux et qui est un tout petit peu plus sophistiqué dans ses détails. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un manteau de polo. En anglais, on dit un polo coat. Alors ça vient du jeu de polo, vous savez, ce jeu que l'on joue à cheval, avec une balle et une crosse. Et donc, un polo coat, c'était ces manteaux qui, à l'époque, que les joueurs de polo utilisaient pendant les breaks, entre deux mi-temps ou deux quarts-temps ou deux tiers-temps. Je ne suis pas un grand spécialiste du polo, mais dans les moments où les joueurs devaient se reposer entre deux sessions de jeu à cheval, eh bien, pour ne pas avoir froid, ils mettaient par-dessus eux donc, ce qu'on a appelé donc, un polo coat, un manteau. Alors, le signe distinctif d'un polo coat par rapport à un par-dessus, c'est qu'il est, par définition, un tout petit peu plus large, il est un tout petit peu plus, comment dire, relax au niveau de la structure. Ce n'est pas quelque chose qui est près du corps. Un polo coat, ça se porte vraiment de manière large. Alors moi, je l'ai fait croisé. Il peut aussi se trouver en droit. Moi, je le préfère en croisé. Et donc, c'est quelque chose qui est fait à l'époque. Les joueurs de polo le portaient avec une ceinture. Aujourd'hui, bon, on a plutôt tendance à ne plus le porter de la sorte. Vous pouvez d'ailleurs encore le trouver avec une ceinture. Mais l'idée d'un polo coat, c'est le confort et la polyvalence, que vous pouvez voir quand même que c'est très chic. Donc celui-ci a été réalisé pour moi en grande mesure, c'est en pur cachemire également, très très belle matière. Celui-ci a été réalisé pour moi par la sartoria Ciardi. Enzo et Roberto Ciardi, nos amis à Naples, qui font un excellent travail. Et donc vous voyez que sur ce polo coat, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer l'arrière parce que généralement un polo coat, ça vient, regardez-moi cette merveille de travail au niveau des détails, avec les plis, et donc avec ce qu'on appelle ici une martingale, hein, cette ceinture boutonnée à l'arrière qui donne un style très particulier. Et comme vous pouvez le voir également, c'est souvent le cas sur des polo coats, en tout cas de très grande qualité, vous avez également l'arrière qui est boutonné. Et moi, j'aime bien cette nonchalance-là. Alors, je le laisse plutôt déboutonner généralement, mais c'est vraiment un manteau absolument exceptionnel en termes de finition. Alors, passons maintenant à la troisième figure de style dans le monde du manteau. Alors ça, même chose, il n'y a pas de mot français pour ça, c'est ce qu'on appelle un Ulster coat. Alors j'imagine que Ulster, ça vient du pays, hein, l'Irlande du Nord, l'Ulster. Alors, un Ulster coat, vous voyez tout de suite la différence entre un polo coat ici et un Ulster coat. Vous voyez, il y a une différence essentielle au niveau du revers. Ce sont des manteaux longs, tous les deux, mais la vraie différence, vous pouvez tout de suite, alors évidemment, vous ne pouvez pas le sentir comme moi, parce que moi je touche la laine. Bon, celui-ci est en cachemire, celui-ci est en laine, mais là, vous voyez, c'est un manteau extrêmement épais. Alors, un Ulster coat, généralement, c'est un manteau. Alors, les Américains aiment bien dire heavy duty, c'est-à-dire quand vous avez vraiment besoin d'être protégé, quand il fait vraiment froid, quand vous avez vraiment besoin d'un manteau qui ne nécessite pas un soin particulier. Par exemple, moi j'en ai un autre, si vous suivez les discussions de Sartoral, j'ai un deuxième Ulster coat de chez Belvest, il est rouge, je l'ai énormément utilisé et j'aime beaucoup les utiliser en voyage parce que c'est ce genre de vêtements, vous pouvez le mettre dans le compartiment à bagages, à bagages dans un avion, ça ne se froisse pas, c'est solide, c'est durable. Je pense que cette laine-là, on doit être à 800 grammes le mètre, c'est extrêmement épais. Je pense que ce manteau va me survivre. Je pense que dans 50 ans, il sera encore en bon état, parce que là, on est presque sur quelque chose qui vous protège non seulement du temps, mais des agressions extérieures. Sur cet Ulster coat, quand on le tourne, on a, alors celui-ci est de la Sartoria d'Alcuore. Il a été fait par le regretté Luigi d'Alcuore qui nous a quittés récemment, qui avait fait ce magnifique manteau pour moi. Et alors donc, comme sur le polo coat, vous voyez, il y a une martingale à l'arrière. Il peut y avoir des plis, alors pas toujours, mais généralement, notamment en grande mesure ou sur des manteaux de bonne qualité, vous aurez ça. Et là, Luigi avait poussé le vis
ou le souci du détail jusqu'à me le boutonner quasiment jusqu'en haut, vous voyez? Donc tout ça, ce sont des boutonnières actives hein, qui peuvent s'ouvrir. Alors en fonction de votre humeur, vous pouvez l'ouvrir un petit peu pour laisser, comment dire, un petit peu plus de liberté de mouvement ou de nonchalance. Les boutons sont assez solides, vous voyez? Donc c'est magnifique, c'est un Ulster Coat. Autre petit point de détail qu'on ne trouve que sur les Ulster Coat, vous voyez la différence d'écran. Sur un Polo Coat, généralement on a un cran en pointe ou un cran normal. Ici, on a un cran qui est inspiré des manteaux militaires. Alors généralement sur un Ulster Coat, le cran est soit droit, soit légèrement oblique mais vers le bas. Contrairement à un Polo Coat qui a le cran vers le haut. Celui-ci va vers le bas, c'est l'héritage un peu militaire. Je trouve que ça donne un style un peu particulier. Même chose, les poches généralement sur un Ulster Coat sont des poches plaquées. Alors là, on a ce qu'on appelle des poches plaquées en plus avec rabat. C'est-à-dire qu'elles sont plaquées plus un rabat. Et, petit point de détail qui est très joli également, qu'on voit très souvent sur un Ulster Coat, ce sont les manches avec des revers. Vous voyez, qu'on n'a pas sur les autres modèles. Donc ça, ce sont tous ces petits points de détail qui font que Ulster Coat, alors je viens de vous dire juste avant qu'un de mes préférés c'était le Polo Coat, et je suis en train de vous dire qu'un de mes préférés c'est Ulster Coat. Bon, je l'avoue, je les aime tous. Donc, mais si vous cherchez quelque chose de très solide, de très durable, quelque chose qui va vraiment, surtout si vous habitez dans une région où il fait froid, le Ulster Coat, le manteau Ulster, est selon moi peut-être l'un de vos meilleurs choix. Nous allons continuer avec son voisin, qui lui a été fait, alors c'est un manteau également, celui-ci est en pur cachemire, il a été fait par mes amis Carlo Andreacchio et Max Caraceni de l'auguste maison A. Caraceni à Milan, l'un des monuments de l'art tailleur italien. Et là, on est immédiatement, vous pouvez le constater, hein, regardez la différence entre ces différents manteaux, là on est dans un manteau de soir ou de soirée. Vous allez vous emmener votre épouse dans un beau restaurant, vous allez au théâtre, ou vous allez à l'opéra, ou vous allez dans une soirée black tie. C'est le manteau parfait à mettre par-dessus votre smoking ou votre tenue semi-formelle pour aller dans des événements particuliers. Donc tout de suite là c'est évidemment, alors vous pouvez le porter la journée évidemment, hein, personne ne vous fera un procès. Donc c'est ce qu'on appelle un Chesterfield et c'est le manteau de soirée par excellence. Les points de détail sur un Chesterfield, il y a une chose qui est invariable sur un vrai Chesterfield, c'est que le col, vous voyez, le col autour du cou est en velours, généralement noir. En l'occurrence, là, il est sur une espèce de marron très 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 foncé. Également, un Chesterfield sera toujours de couleur sombre, soit noir, soit gris foncé. Moi, j'ai pris dans une version, c'est un très beau cachemire de chez l'Europiana, 100% cachemire. Je l'ai pris avec un petit chevron. Mais enfin, généralement, on est sur des couleurs plutôt sombres, plutôt de soirée. Et la différence avec les autres, c'est que sur un Chesterfield, l'arrière est neutre. Il n'y a pas de martingale, parce que la martingale, ça apporte une notion un tout petit peu plus sport. C'est très chic, c'est très presque extravagant, mais c'est un tout petit peu plus sport. Là, on est vraiment dans une épure, c'est très classique. On est vraiment dans le manteau classique de soir par excellence. Alors, évidemment, si vous démarrez votre démarche sartoriale, évidemment, et si vous n'allez pas tous les 2 soirs à l'opéra, comme c'est mon cas, je vais assez peu souvent à l'opéra, mais il m'arrive de participer, évidemment, pour les besoins de discussion sartoriale et de toutes nos activités dans des soirées. C'est vraiment le manteau de soirée. Mais si vous démarrez votre démarche sartoriale, je pense qu'il est préférable de commencer soit par un par-dessus 3/4, soit par un polo coat, ou même un Ulster Coat si vous voulez quelque chose de vraiment chaud. Mais quelque part dans votre chemin sartorial, je pense que vous aurez besoin, peut-être au même moment où vous aurez besoin d'avoir un smoking, il me semble qu'avoir un Chesterfield peut être un excellent choix classique. Et pour finir ce petit tour d'horizon, ou en tout cas ce petit tour d'horizon de ma collection personnelle de manteaux, on arrive ici sur quelque chose de totalement différent. Alors, évidemment, là, on est sur... Alors, on appelle ça un caban. Hein, tout le monde connaît un caban. Ça vient de la marine. Initialement, ça vient même des militaires, des marins. Comme vous pouvez tout de suite le constater, le caban étant un manteau court, c'est un manteau par définition plus décontracté que les autres, moins habillé, que vous pouvez porter dans des situations moins exigeantes et plus décontractées. Moi, je le porte quasiment tous les jours, quand je vais chercher une baguette, quand je vais au supermarché, j'ai pas le temps de mettre un polo coat ou de mettre un costume, etc. Je mets un joli col roulé ou un joli
petit col cheminée en cachemire, je mets mon caban, généralement je noue une petite écharpe et hop, c'est parti. Et c'est extrêmement polyvalent, c'est très joli, ça reste chic, même si vous le portez de manière casual, comme on dit aujourd'hui. Il m'arrive, moi, de le porter assez souvent avec un jean, ça marche très bien, c'est très joli. Celui-ci a été fait par la maison Sabino, qui est à Naples, qui est une belle maison de tailleur, dont on a perdu également le fondateur Pasquale Sabino, qui était une figure de l'art tailleur italien. Elle nous a quittés il y a 3 ans, 2 ans ou 3 ans, mais l'héritage est bien conservé. Son fils, Michele Sabino, est très actif et ils font du travail exceptionnel. Donc celui-ci est en pur cachemire. Le caban a cet avantage, bon, il a toujours les mêmes spécificités, hein. Généralement des poches plaquées avec rabat, ces fameuses poches sur le côté qui sont si pratiques, qui sont vraiment liées au modèle du caban. Et bien sûr, ce col, quand il fait très froid, on peut le remonter et on peut aller le boutonner ici. Vous voyez, donc ça, c'est un caban beaucoup plus décontracté. Alors celui-ci est luxueux, il est en cachemire, mais je trouve que c'est un beau manteau à avoir dans sa garde-robe, notamment pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore très avancés dans leur démarche sartoriale, qui ont envie de quelque chose de chic, qui soit avantageux pour leur silhouette, mais qui reste quand même décontracté dans toutes les situations de la vie. Donc en résumé, je vous ai montré un par-dessus, donc un manteau normal, droit. Je vous ai montré un polo coat, donc qui est celui-ci est croisé, et qui est ce manteau un tout petit peu plus ample, un petit peu plus extravagant. Je vous ai montré un Ulster coat, qui est la même chose que le polo coat, juste il y a une différence au niveau du cran de revers, et surtout c'est un manteau beaucoup plus épais avec certaines spécificités, mais qui est vraiment extrêmement utile pour les personnes qui habitent dans des endroits où il fait très froid. Ensuite, je vous ai parlé du Chesterfield, qui est un manteau par définition habillé, et du célèbre caban, qui par définition, lui c'est l'inverse, est plutôt un manteau décontracté. Alors certains d'entre vous vont tout de suite penser, et j'imagine que vous y avez déjà pensé puisque vous avez vu les manteaux qui m'entouraient, mais qu'en est-il du trench coat, de l'impair, comme on dit en français, de l'imperméable? Alors moi personnellement, j'en porte pas des impairs parce que je préfère un beau parapluie. C'est vraiment une question de goût. Donc effectivement, il y a les imperméables qui sont généralement croisés, très boutonnés, même avec des épaulettes. Donc en anglais, ça s'appelle un trench coat. Alors pourquoi je cite l'anglais sur ce manteau-là alors qu'on a un mot, un imperméable? C'est que simplement, trench, ça vient, c'est la traduction française des tranchées. Donc c'est un manteau qui a été inventé pendant la Première Guerre mondiale, la fameuse terrible grande guerre où de nombreuses personnes ont passé des années et des années et sont souvent morts dans ces fameuses horribles tranchées. Et donc c'était un manteau dit de tranchée qui avait été fait donc pour protéger les soldats de la pluie évidemment, mais également qui était fait avec de multiples poches afin que les soldats puissent mettre autant de munitions que possible dans leur poche. Donc voilà pour l'étymologie, je la partage avec vous. J'ignorais ce petit point de détail de l'histoire. Et donc un imperméable, alors moi j'en porte pas, mais encore une fois, c'est sans doute quelque chose à avoir dans votre garde-robe. Après, on a d'autres types de manteaux, comme par exemple le duffel coat. Alors, je ne sais pas comment on dit en français. C'est ce fameux manteau, alors moi, c'est pas du tout mon style, mais je comprends que certaines personnes aiment particulièrement. C'est un manteau à capuche, en laine mais à capuche, avec un système de fermeture avec des petites sangles comme ça. C'est assez joli, vous avez dû en voir beaucoup dans la rue. On va dire, c'est une version à dessin plus décontracté, mais aussi qui peut se porter assez facilement par-dessus un costume, par-dessus une veste sport. Encore une fois, ce n'est pas mon goût personnel, je ne suis pas un grand fan des capuches, mais c'est un manteau qui, sans aucun doute, prendra soin de vous, surtout quand il pleut ou quand il fait froid. Et puis, vous avez par exemple le Loden. Alors, si vous êtes français, de ma génération, on a tous en tête quelqu'un, alors moi c'était mes profs, je me souviens, mon prof de maths, il portait un Loden, donc c'est ce grand manteau vert avec une ouverture, un cran, un pli à l'arrière du dos, comme ça, tout vert, et je me souviens, il portait ça avec un jean et des paraboutes. C'était un petit peu l'uniforme, alors je ne sais pas si c'était l'uniforme des profs de maths, mais j'ai vu beaucoup de gens, notamment de la bonne société, porter des Loden, on en voit encore. Alors le Loden, c'est pas vraiment un type de manteau, le Loden à l'origine c'est une matière, c'est une laine qui vient du Tyrol et qui était réputée parce qu'elle est imperméable et elle est très chaude à la fois. Voilà. Mais bon, le Loden pour moi, je trouve ça un tout petit peu suranné, un peu moins
j'allais dire stylé, un tout petit peu moins avantageux en termes de style que les manteaux que je vous ai présentés derrière moi. Mais si vous voulez quelque chose de très classique, ou si vous avez la nostalgie de votre prof de maths, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez toujours, je crois qu'on trouve encore de jolis Loden sur le marché. Et puis, il y a les raglans. Alors les raglans, qu'est-ce que c'est que cette chose? Vous avez dû voir ça déjà. Un manteau raglan, on va vous montrer quelques images, c'est un manteau dont l'emmanchure n'est pas montée comme ces manteaux normaux ici. L'emmanchure, au lieu de s'arrêter ici, elle monte jusqu'au cou. Et en fait, ça vous fait une ligne d'épaule complètement fluide, sans aucun accident, sans aucune couture. Encore une fois, ce n'est pas mon style préféré. C'est d'ailleurs assez difficile à exécuter pour un tailleur, le raglan, mais c'est un type de manteau que certains affectionnent et je comprends qu'on puisse affectionner cela. Et il y a un dernier type de manteau dont je voudrais vous parler. Alors ça c'est plus récent, on va dire c'est plus ancien et plus récent à la fois, puisque c'est l'interprétation moderne de ce qu'on appelait les frock coats, donc littéralement les queues de pied, les jaquettes qu'on portait là vraiment comme habit formel. Et depuis peu, certains tailleurs, dont Michael Brown, est une personne qu'on aime beaucoup, qui fait de l'excellent travail, qui est à Londres, qui est un disciple de Joe Morgan, qui s'est installé à son compte depuis, et qui fait ce qu'on appelle des body coats. Alors qu'est-ce que c'est qu'un body coat? C'est un manteau qui peut se porter, ou qui doit se porter, sans veste, c'est-à-dire qu'il a été ajusté comme une veste de costume ou comme une veste sport, très près du corps, donc par définition, on ne peut pas le porter par-dessus une veste, donc c'est pour ça qu'on appelle body coat, c'est-à-dire qu'il se porte directement sur le corps, sur une chemise, sur un pull-over, sur un col roulé, etc., etc. On va montrer quelques images. Alors, ceux que Michael Brown fait sont très longs, donc c'est très, c'est très raffiné tout de suite. Ce n'est pas le premier manteau à faire si vous démarrez votre démarche sartoriale. Moi, d'ailleurs, je pense m'en commander un cette année ou l'année prochaine, parce que j'aime bien cette idée-là, d'avoir un manteau près du corps. Personnellement, je vous ai dit que mon premier manteau de chez Cifonelli est aussi assez structuré, donc je peux me permettre parfois, avec un chandail assez épais, de le porter directement sans veste. Mais le bodycoat dont je vous parle, c'est quelque chose... Alors, il y a peu de gens le font aujourd'hui. Je pense que ça se fait... Sonia est en train d'en faire un avec Lorenzo Cifonelli, bon, pour femme évidemment, dans une très belle laine rose qu'elle va porter directement sur une chemise ou sur un gilet sans veste. Donc c'est encore assez peu répandu, mais je trouve que c'est un très très joli exercice de style. Donc en résumé, par-dessus, polo coat, manteau ulster, ulster coat, Chesterfield, caban, duffel coat, je continue, body coat, trench coat, Loden, raglan, et je pense que j'en oublie, mais voilà, je voulais vous donner un petit tour d'horizon au niveau des différents styles de manteaux. Encore une fois, premier conseil, faites toujours confiance à votre œil. Si vous êtes de petite taille, prenez un manteau légèrement au-dessus du genou, ça vous avantagera. Si vous êtes très grand, vous pouvez vous permettre en revanche de porter à peu près n'importe quel type de manteau. Faites toujours attention aux proportions, veillez bien à réfléchir à dans quelle occasion vous voulez porter ce manteau. Est-ce que c'est un manteau habillé, auquel cas le Chesterfield peut être intéressant? Est-ce que c'est un manteau plutôt polyvalent pour vous protéger vraiment de conditions climatiques extrêmes? Là, on ira plus vers un ulster. Si vous voulez quelque chose de chic, mais à la fois de facile à porter, vous pouvez porter par-dessus n'importe quel type de costume ou de veste sport, je pense que le polo coat est génial. Et évidemment, si vous démarrez votre démarche sartoriale, je pense qu'il vous faut commencer par un simple par-dessus droit ou croisé, même droit, je pense, comme celui-ci, qui est une merveille et que j'ai porté des dizaines et des dizaines de fois. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du manteau. Il ne vous aura pas échappé que, comme d'habitude, quand je parle de costume croisé, généralement je porte un costume droit. Quand je parle de costume droit, généralement je porte un costume croisé. Et quand je parle de manteau, je porte une veste tellement épaisse qu'elle ne nécessite pas de manteau, puisque je porte devant vous une veste qui a été faite par mon ami Pino Peluzzo à Naples, qui est en Harris Tweed. Alors là, on est sur, je pense, 500 ou 600 grammes le mètre. Donc typiquement, avec cette veste d'hiver, on n'a pas besoin. D'ailleurs, ça serait impossible. Si je mettais un manteau par-dessus, ce serait trop épais. Voilà, je voulais juste vous dire ça parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posaient la question sur cette fameuse veste que je porte aujourd'hui, qui est une veste en Aristide. Voilà ce que je voulais dire sur les manteaux. Prenez soin de vous, faites attention à vous, protégez-vous du vent, de la pluie et du froid avec des jolis manteaux. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Au revoir.